C'est bon, c'est bon. Ouais. Bonjour à tous. Merci d'être présents ici. Merci à Amina Sek qui nous a donné l'opportunité de discuter autour de la littérature, autour de notre passion, autour de ce qu'on aime. Voilà. Moi, c'est Gina Goudjabi. Je suis jeune autrice. Je suis communicante depuis maintenant 15 ans, publicitaire, et actuellement consultante à Marodi TV, une maison de production. Je suis contente de présenter aujourd'hui ce panel qui porte sur la production et l'évolution de la littérature féminine ivoirienne. Quel apport sur la littérature africaine? Aujourd'hui, vraiment, on a l'honneur d'être avec trois magnifiques femmes, autrices, qui vont se présenter à tour de rôle. Bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter, je tiens à remercier le peuple sénégalais pour le chaleureux accueil. Et je suis Emmanuelle Djelou, écrivaine et juriste ivoirienne. Bonjour à toutes. Moi, je suis Assita Sidibé. Je suis terrassière. Je suis directrice technique d'une entreprise de travaux publics. Et par moments, je suis écrivaine. Je suis très heureuse d'être ici à Dakar. J'emboîte le pas à ma consoeur Emma Djelou pour remercier tout le peuple sénégalais pour l'accueil et remercier particulièrement Amina Sek pour l'occasion qu'elle nous a donnée de venir à Dakar, car le fait d'être ici, elle nous met en lucarne. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Nania Koulibaly. Je suis ivoirienne, auteure de 2 ouvrages. J'écris depuis 2022. Je voudrais remercier Amina Sek de m'avoir invitée. C'est mon tout premier panel, donc c'est pour cela que je suis un peu nerveuse. Et je remercie l'assistance qui est là. On a très bien été accueillis. Et voilà, on est là ce matin pour le panel et on va essayer de donner des informations sur la production et l'évolution de la littérature ivoirienne. Merci. En tout cas, bienvenue à toutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, chacune d'entre vous, quel rapport vous avez avec le Sénégal? Moi, mon rapport avec le Sénégal, c'est depuis mon grand-père qui fut ancien combattant. Et après la Deuxième Guerre mondiale, tous les tirailleurs sénégalais, bon, quand on dit sénégalais, il y a toutes les nationalités, voilà, ils ont été déportés ici à Dakar. Et mon père a commencé ses premières années de vie ici à Dakar parce que sa mère, qui est ma grand-mère, a rejoint son mari à Dakar. Donc depuis toute petite, j'entends beaucoup parler du Sénégal. C'est ma première fois d'être au Sénégal et c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est fort, c'est très intéressant. Alors, Assita? Oui. Mon rapport à moi avec le Sénégal est né avec une si longue lettre de Mariam Abba. Je ne connaissais aucun Sénégalais dans mon enfance. Et donc, mon premier rapport, c'était avec elle. Ensuite, nous avons étudié un peu l'île de Gorée, les anciens combattants et autres. Par la suite, j'ai eu l'immense joie de faire la connaissance de plusieurs Sénégalais résidant dans ma ville à Grand Bassam, avec lesquels j'ai des rapports fraternels. Et durant toutes les fêtes de Ramadan ou autres, il y a l'épouse de mon ami Aziz Ndiaye, qui prépare le tchèpoudjen. Elle m'envoie un grand plateau et ses enfants sont tout le temps avec moi lorsque je participe, par exemple, à la lecture de certains ouvrages à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Et je pense que Amina Sek, Salamata Ousmane Diallo, Black Yaifal ont eu l'occasion de rencontrer ces enfants-là. D'ailleurs, quand je leur ai dit que ces enfants étaient sénégalais, elles étaient subjuguées
parce qu'ils n'ont aucun accent sénégalais. Ce sont des Ivoiriens. Ils ont tous des enfants ivoiriens. Ce sont des enfants très intelligents qui aiment beaucoup travailler et ils adorent la tiki. Par la suite, j'ai connu toutes ces personnes que je viens d'énumérer, qui pour moi sont désormais des sœurs de lettres, des sœurs de sang même, quasiment je dirais. Merci. Quant à moi, c'est une longue histoire d'amour avec le Sénégal. Ce n'est pas ma première fois d'être ici. Je viens pratiquement tous les ans. J'ai des familles ici, chez qui j'habite. Il y a M. Gay même qui est là ce matin, qui est là pour me soutenir. J'ai eu même la visite aussi de Maman Ba, comme je l'aime, enfin, comme j'aime l'appeler, qui était là sur 2 jours pour venir me soutenir. Et quand j'arrive, je suis en famille. Je ne reste jamais à l'hôtel. C'est la première fois que je viens à Dakar et que je reste à l'hôtel. Donc, je suis dans la culture. Quand elle a des baptêmes, quand elle a des mariages, j'y vais. Je vis vraiment la vie sénégalaise. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir, de sentir toutes ces odeurs, de voir toutes ces personnes qui vivent à Dakar. J'aime Dakar. Et je suis contente d'être là. Alors, une question pour Asita. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à écrire? Ce qui m'a poussé à écrire, ou plutôt comment la littérature est venue à moi. Exactement. Moi, je pense que je dois un grand merci à ma mère et à mon grand-père paternel. Voici 2 personnes, 2 baobabs. Mon grand-père ne savait pas lire du tout et il me racontait des histoires. Comment il avait acheté son premier vélo, combien de kilomètres il avait parcouru d'ici à là, comment il était arrivé donc dans une contrée, on va dire BT. Les BT sont dans l'ouest, un peu en bas de la Côte d'Ivoire, où mon grand-père, qui vient du Mandé Nord, a créé un village qui existe jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ce village-là ne porte même pas son nom, parce que lui, il s'est dit quoi? Moi, j'ai des enfants, donc on parlera toujours de moi. Tandis que mon ami n'a pas d'enfants, sa généalogie est appelée à s'arrêter. Donc il a préféré donner le nom de son ami à ce village-là. Donc toutes ces histoires qui me racontait mon grand-père, pour ne pas oublier, moi je notais sur un pense-bête. Comme ça, tous les jours, une petite histoire, je me mettais sur ses genoux, j'écoutais et ça me plaisait, c'était ça ma passion. Surtout que lorsque j'allais au village, il n'y avait que des lampes champêtres. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'électricité dans ce village-là. Et donc, il fallait que je m'occupe. Donc, je m'occupais avec mon grand-père qui me racontait des histoires. Par la suite, ma mère m'achetait beaucoup de livres parce que j'étais très bagarreuse. Et elle m'enfermait à double tour dans la chambre pour qu'à son retour à la maison, elle ne trouve pas de querelle. Donc, elle m'enfermait, elle m'achetait un livre. Et moi, j'étais contente d'être là. J'oubliais qu'il y avait d'autres enfants dans la maison. Et je lisais, parfois j'écrivais des choses pas trop importantes. Voilà, c'est comme ça. Merci. Bien, alors je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu des œuvres ivoiriennes, des auteurs, des autrices ivoiriennes qui vous ont vraiment marqué, qui ont insufflé en vous l'envie d'écrire? Oui, Regina Yaou, écrivaine ivoirienne, son œuvre Les Oumaris ou Les écueils de la vie, qui a vraiment marqué toute une génération de lecteurs. Ça a été pour moi le début. Les premières lignes que j'ai écrites, je me suis inspirée de cette œuvre-là que j'ai découverte à la maison parce que mon père a une grande bibliothèque et je me suis rendu compte que écrire, c'était pas si difficile parce que Regina Yaou, elle a une très belle plume, mais elle écrit simplement. Et je me suis dit, j'aimerais également faire ça. Pouvez-vous nous parler de la thématique
Une thématique spécifique qui vous a particulièrement touché et pourquoi? Oui. Les Oumari, c'est l'histoire d'une jeune femme face à des difficultés sociales, était obligée de se prostituer pour pouvoir se prendre en charge. Et elle a connu pas mal de vicissitudes. Elle a voulu à un moment changer de trajectoire en se mariant. Malheureusement, son fiancé se rend compte qu'elle est prostituée. Et finalement, sa vie bascule parce qu'elle perd l'homme qu'elle a aimé. Et donc, c'est un roman pathétique qui m'a vraiment fait couler des larmes. Et moi, j'ai décidé d'écrire et de faire une happy end. Je me suis trouvée à lire beaucoup de livres pathétiques étant lycéenne. Et moi, je me suis dit, si j'écris, je voudrais que mon livre finisse bien, que mon livre soit plus une hymne à l'espoir. Et donc, c'est un peu la différence que j'ai voulu faire. Bien. Et vous, vous avez une œuvre particulière qui vous a touché? Comme elle a dit, on a tous été impactés par cette histoire. Et moi, j'avoue que j'étais plus dans les bandes dessinées, les enfants. Je suis restée très longtemps un enfant. Mon premier livre qui m'a suivi jusqu'au collège, après, vous allez comprendre pourquoi, c'était Papy de Jeanne de Cavalli. C'était une bande dessinée. J'aimais bien ce petit garçon tout rond dans les dessins. À l'époque, je ne savais pas lire, je ne partais même pas à l'école quand ma mère m'a offert ce livre. Mais l'image, c'est l'image qui m'est restée. Après, je n'avais pas vraiment accès aux livres. Je lisais beaucoup dans les livres de lecture à l'époque où on avait des textes de tous les auteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la lecture. Et ma mère, après, quand elle a su que j'aimais la lecture, elle a commencé à m'offrir des livres. Parce que j'étais dans un village du centre de la Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de bibliothèque. Je n'étais pas chez mes parents, j'habitais avec ma tante qui était très dure. Et moi, mon seul refuge, c'était de lire en fait. Et je lisais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tout ce qui me tombait sous la main, que ce soit les journaux, je lisais. En fait, je lisais pour m'évader. Je lisais pour ne pas souffrir. Et donc, à l'école, quand j'avais une rédaction, j'avais tellement d'informations dans la tête que je sortais beaucoup de mots. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quel livre m'a impacté. Parce que j'ai lu Une si longue lettre quand j'étais en 6e. Et à l'époque, je sais que j'ai beaucoup pleuré à certains passages parce que je trouvais trop triste. Et quand j'ai voulu écrire, j'ai voulu faire des histoires qui font rêver. Parce que ma vie n'a pas toujours été simple. Et donc, je me créais mon propre monde pour pouvoir surmonter des problèmes. Et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture. J'étais introvertie, je ne parlais pas quand il y avait du monde. J'avais du mal. Donc, je restais toujours derrière. Je suis celle qui a toujours accompagné, mais ce n'est pas celle qu'on met devant. Je peux être derrière, je peux te donner des idées, mais ne me mets pas devant. Je n'ai jamais été comme ça. Et c'est la première fois vraiment que je suis devant une assistance et que je m'exprime. Voilà. Et vous le faites drôlement bien, hein? Alors, oui. Pour ma part, j'ai lu énormément de livres, mais je ne me rappelle pas toutes les histoires de tous ces livres-là. Moi, j'ai commencé à lire, les premiers livres que j'ai commencé à lire, c'était les livres du Père, le conte du Père, voilà pourquoi. Je me rappelle de Tinuc Boinani, L'Enfant terrible, Racine, et ainsi de suite. Après, il y a beaucoup de livres que j'ai lus, des autrices ivoiriennes, telles Henriette Dagri-Diabaté, qui avait écrit La marche des femmes de Grand Bassam. Elle a écrit aussi le Saint-Louis, qui parle donc du royaume du Saint-Louis, qui est un royaume à Caen.
de 1701 à 1901. J'ai lu une autre, attendez, je vois là. Simone Kaya, qui a écrit Les jeunes filles d'Abidjan. Elle a écrit également Les danseuses des Bimpi. J'ai pris note, je me rappelle, parce que des fois, je ne me rappelle pas les titres. J'ai beaucoup aimé une œuvre de Anne-Marie Adiafi. Et Anne-Marie Adiafi est une dame qui a été beaucoup persécutée en Côte d'Ivoire, parce que il y avait un auteur, qui, je ne me rappelle plus le nom, qui a écrit Mariage impossible. Je crois que c'est Zuckedon, un truc comme ça, qui l'avait accusé de plagiat, alors que rien n'en était. Ensuite, Jean-Marie Adiafi également l'avait accusé de plagiat de nom, alors qu'en réalité, la dame, elle s'appelait Anne-Marie Adiafi. Voyez-vous, les femmes ont toujours été des victimes. Ensuite, il y a Jeanne de Cavalli, Véronique Tadjo, Tanela Boni, qui est toujours là, qui écrit très bien. Il y a beaucoup de femmes ivoiriennes qui m'ont impacté. Merci. Bien, merci pour ce partage. En tout cas, j'aimerais savoir aussi en quoi les thématiques, c'est-à-dire la réalité sociale, culturelle, économique, etc., de la Côte d'Ivoire a pu vous inspirer dans vos thématiques, dans vos œuvres littéraires. Déjà, ok. Les femmes ivoiriennes ont tendance à écrire sur plusieurs sujets. Par exemple, il y a Regina Yaou, il y a Fatou Boli, Fatou Boli qui a écrit Djigbo. Djigbo, c'est en langue bété, je crois, qui signifie sorcellerie. Elles ont écrit sur la sorcellerie, sur des thématiques qui touchent les femmes. Elles ont écrit sur les problèmes du genre, sur la tradition, sur le patriarcat. Elles ont vraiment rehaussé la qualité de la littérature ivoirienne. Et quant à moi, je dédie le plus souvent mes écrits à la jeunesse et j'aborde des thèmes comme les grossesses en milieu scolaire, les mauvaises compagnies, l'utilisation des réseaux sociaux. Et ce sont des thèmes qui plaisent beaucoup aux jeunes et qui permettent aux jeunes d'apprendre de mes expériences, mais aussi des histoires que je relate dans mes œuvres. Et donc, je remarque que nous, les jeunes auteurs ivoiriennes, on s'adresse beaucoup à la jeunesse parce qu'il y a plusieurs dérives auxquelles les jeunes sont victimes. Et en tant que jeunes, on les comprend. Et c'est facile pour moi de communiquer avec les jeunes, notamment les jeunes filles. Et mon roman, il est au programme en classe de 4e. Donc, je sillonne beaucoup les lycées et collèges pour les sensibiliser, notamment sur les thèmes que j'ai abordés tout à l'heure, les grossesses en milieu scolaire, les mauvaises compagnies. Aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux occupent un temps vraiment grand dans l'agenda des jeunes. Donc, c'est de leur demander de faire de leurs études leur priorité, aussi la lecture. Il n'y a pas que les réseaux sociaux comme divertissement, il y a plein d'autres choses et c'est mon combat en tant que jeune écrivaine. Et à votre avis, c'est quoi vraiment le frein que la jeunesse ivoirienne est confrontée? C'est quoi le principal frein? Bon, je vais dire qu'ils ne lisent pas assez. Les élèves, par exemple, ils se gardent seulement à lire les livres au programme. Donc, quand tu abordes d'autres thèmes, par exemple la culture générale, c'est un peu difficile parce que pour eux, c'est seulement les livres au programme, alors qu'il faut lire un peu de tout. Il y a aussi la dépravation des mœurs qui gagnent du terrain et c'est à nous, leurs aînés, leurs tatas, leurs mamans, de leur dire stop. Prenez le bon chemin à travers la littérature. Je pense que c'est un canal puissant, voilà, pour faire passer nos idées. Et qu'est-ce qui vous inspire le plus? Quelle thématique? Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans vos œuvres? Comme je l'ai dit plus tôt, je suis une grande rêveuse, mais je pars toujours du réel. C'est-à-dire que le thème que j'aborde
est réelle. Par exemple, dans ma première œuvre, Naïma, j'ai voulu aborder le thème du mariage forcé, qui est toujours d'actualité, même si aujourd'hui on a l'impression que ça a pris du recul. Je dirais que les femmes ivoiriennes, les écrivaines ivoiriennes n'ont plus de tabou. Elles écrivent sur tout. Parce que quand je regarde aujourd'hui la littérature ivoirienne, je vois qu'elles parlent de politique. On a Mawa Soumaoro, par exemple, qui a écrit un roman intitulé, je crois, Sous le joug d'un Dangadé. Ça, c'est politique. On a des thèmes comme la scolarisation de la jeune fille, parce que ça aussi, c'est des thèmes importants de mon éditrice et auteur Fatou Diomandé. Il y en a plein, il y en a plein. Moi, par exemple, pour écrire Naïma, j'ai eu quand même dans mon parcours des jeunes filles qui ont été déscolarisées pour le mariage. Pas parce qu'elles ne valaient rien à l'école, mais parce que les parents avaient décidé que ce serait comme ça. Et cette œuvre, elle est sortie certes en 2022, mais j'avais le manuscrit depuis 2020. C'est une histoire fictive, mais le thème, il est bien là. Et j'ai voulu apporter ma petite contribution quand même en parlant de l'histoire de Naïma, que les gens se rendent compte qu'on peut briser quand même le futur d'une jeune fille qui peut apporter beaucoup à un pays. Vous voyez, la femme n'est pas seulement faite pour gérer un foyer. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Donc, j'ai voulu quand même, de façon légère, parler un peu du quotidien, de nos habitudes. Il y a un peu de tout dedans. Voilà, c'est ce qui m'a poussée à écrire ça. Finalement, on parle de l'évolution de la littérature ivoirienne et on se rend compte quand même qu'il y a des thématiques qui sont toujours d'actualité. Le mariage forcé, le fait que la déscolarisation des jeunes filles, c'est d'actualité en vrai. Donc, Aïssita, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler réellement... Est-ce qu'il y a eu une évolution en vrai dans les thématiques, dans la littérature ivoirienne? Pour ma part, je pense que oui. Les jeunes femmes écrivaines de notre génération, elles ont beaucoup plus d'audace. Peut-être qu'avant, les pionnières étaient un peu empêchées. Je me dis qu'elles avaient peut-être les ailes un peu coupées. Aujourd'hui, nous osons parler de tout. Moi, par exemple, je n'ai pas de sujet tabou. Dans mon premier ouvrage qui s'intitule « 3 mensonges de la nuit », qui est ici, qui est paru en 2019, j'ai eu l'audace de parler d'homosexualité. C'était un sujet encore tabou en Côte d'Ivoire, bien que la Côte d'Ivoire soit un pays émancipé. Dans l'une des nouvelles, mon acteur, non, c'est même pas un acteur, il n'est pas une victime. Il n'est pas une victime. C'est lui qui sait qu'il doit mourir. Et puis il organise ses funérailles avant. Et il met la honte sur tout le monde. Toutes les personnes qui lui ont porté des critiques. Moi, je suis une éponge. Je me nourris de tout ce que je vois dans la société. Et je parle de tout. Par contre, dans mon deuxième ouvrage, qui est là, qui s'intitule La belle colonie faunesque. C'est un chien loup tchécoslovaque qui est le narrateur, qui explique une histoire pour les enfants. Oui. Après, j'ai sorti Épopée d'une haute lignée pour mettre en exergue le fait que des fois, dans un foyer, qu'il soit polygame ou monogame, les femmes passent pour être celles qui ont des problèmes d'infertilité, alors que très souvent, c'est l'homme qui a des problèmes
qui peut souffrir d'azospermie, ou peut-être que son sperme est un peu lent, donc, ou encore peut-être qu'il n'y a pas compatibilité entre les deux personnes, ou il faut simplement du temps pour que la dame tombe enceinte. Mais même là encore, la femme est indexée, elle est vue mal par la société. C'est un fait qui existait depuis longtemps et qui continue d'exister de nos jours. Dans mon 4e ouvrage, je parle des vilaineries de la vie, des méchancetés que les uns peuvent faire aux autres. C'est dommage de le dire, il y a toujours des vilaineries. Et moi, je suis pour un monde parfait. Je sais que c'est un rêve. Moi, je suis pour l'amour infini. Je souhaiterais qu'il y ait de l'amour entre tous les peuples. Comme déjà dans mon pays, on le remarque, à travers les Ivoiriennes écrivaines qui sont là. Elles ne sont pas toutes de nationalité ivoirienne. Mais les frontières, c'est l'homme qui a créé les frontières. Sinon, nous sommes toutes du même continent. Nous appartenons toutes à la même terre. Donc, voilà. Merci. Bien, alors, dans ce salon de Amina Seck, nous ne connaissons pas le tabou. Donc, je vais vous poser la question. Vous êtes passé très rapidement sur votre premier ouvrage, du coup, qui traite de l'homosexualité. Oui. Comment vous l'avez abordé? Et qu'est-ce qui vous a inspiré réellement à écrire sur ça? J'ai vu que en Côte d'Ivoire, aucune femme n'avait jamais rien écrit sur l'homosexualité masculine. C'est comme si les gens avaient peur de ce sujet-là. Alors que c'est un fait existant. Cela dit, il ne m'appartient pas de juger les homosexuels. Je ne suis pas homophobe. Je suis un être humain qui a le droit d'exister et je pense que toutes les créatures de Dieu ont le droit d'exister. Et j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui était adulé par plusieurs personnes qui faisaient semblant de ne pas savoir que le jeune homme était un homosexuel. Parce qu'elle pouvait profiter de lui financièrement. Et ça, c'est quand même dommage. Toujours est-il que ce n'est pas le seul thème que j'aborde dans 3 mensonges de la nuit. Mais les critiques se sont beaucoup plus penchés sur ce texte-là parce qu'ils ont trouvé que c'était assez osé, surtout de la part d'une femme. Bien. Alors, je vais vous poser la question à savoir, c'est quoi la vision féminine que vous avez de la littérature en général? La vision féminine que j'ai de la littérature, c'est le partage d'expériences, la diversité. La preuve, nous sommes ivoiriennes, aujourd'hui nous sommes au Sénégal. C'est qu'en tant que femmes, nous fédérons autour de thèmes, autour de problématiques qui non seulement nous concernent en tant que femmes, mais qui concernent nos peuples en général. Et le livre, pour moi, c'est un moyen pour nous femmes de mieux nous connaître, d'échanger. Et on a eu des discussions très intéressantes avec d'autres femmes. Et je pense que c'est le livre qui nous a emmenés ici. Et grâce au livre, les femmes africaines se découvrent, se rencontrent. Et c'est de bonne guerre. Et justement, est-ce qu'il y a eu une expérience personnelle qui vous a particulièrement inspiré à écrire quelque chose? Oui, je me suis beaucoup inspirée de mes années lycée pour écrire Merveille la vertueuse. Et donc, comme toutes les jeunes filles, j'ai eu à faire des erreurs dans ma vie. Et je me suis dit, il faudrait que j'en parle. Déjà, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais j'ai été victime de mauvaise compagnie. J'avais des amis, dès que ma mère les a vus, elle m'a dit, Manou, parce que c'est comme ça que ma mère m'appelle, Manou, les filles, là, vraiment, je ne les sens pas. Et des années plus tard, je me suis rendu compte que ma mère ne s'était pas trompée. Et donc, j'interpelle les jeunes à vraiment soigner leur fréquentation. Et j'ai eu des moments où l'école ne m'intéressait plus comme avant. J'avais toujours été bonne élève, mais les sorties en boîte de nuit, les promenades dans la ville d'Abidjan
m'ont vraiment un peu retiré des cours. Et je me rappelle qu'on avait appelé mon père un jour à l'école et on lui a dit, mais ta fille est bavarde. Il dit, non, c'est pas ma fille. Ma fille, elle est beaucoup calme, elle fait pas ça. Donc, j'avais par moment eu fait des frasques et c'est de ça, c'est de ces sujets-là que je parle dans mon livre pour justement dire aux jeunes de ne pas suivre certaines voies. Mon expérience, mon expérience à moi, je l'évoque un tout petit peu dans Épopée d'une haute lignée. Comme je vous l'ai dit tantôt, certaines femmes peuvent ne pas avoir de problème de fertilité et d'autres, oui. Dans mon cas, c'est assez fort et c'est très franc ce que je m'apprête à vous dire. J'ai été visitée, entre guillemets, par une voix. C'est comme si quelqu'un me parlait, me disait, « Toi, tu n'auras pas d'enfant. » Et donc, j'ai écrit un texte. J'étais en escale à Casablanca. Ce texte-là, je l'ai reporté dans cet ouvrage. Vous permettez que je lise ça? Bien sûr, bien sûr. Il s'intitule Grimbeau. Grimbeau, seul, la nuit, dans ton esquif de l'âme, tu traverses la crique du sort à la pointe de ton désir de moi. En grimpant sur les terrains montueux de tes ovaires silencieux, tu arpentes les rives opposées sur la moindre de mes traces. Je te vois, cimère, qui se dirige vers le nord, à travers un pays ébloui de mes pleurs d'enfant. Et tu te guides, amère, à la boussole de tes lamelles, alourdie du lait suri de nos amours de longtemps. Je suis l'illusion éternelle d'une occasion future, le mythe utérin de tes claires prières. Je suis. Ô mère, le rêve de rose laette que tu nourris au biberon bleu de tes soupirs. Tu m'aimes plus que ta vie. Au sacrifice de tout, tu me nommes bébé. Tu me dis trésor. Tu me portes en vœu 9 mois drus dans ta chair, sans que j'aie le choix d'apparaître à tes yeux. Tu me lis à ce monde au cordon de tes tendresses, et j'ai mal de mes risettes que tu ne vivras point. Je t'attends, ô mère, dans un monde meilleur. Mais, en attendant cette ère, berce-moi dans mes frères, élève ta tête belle. Sois ma reine et dis adieu aux ronces de tes pleurs. Assita Sidibé. Ça, c'est un poème qui m'a été inspiré. Qui m'a été inspiré par l'enfant que je n'aurai jamais. J'ai écrit le texte sans savoir que j'allais subir une hystérectomie totale. Et c'est très douloureux de savoir qu'on n'aura jamais d'enfant. C'est vrai qu'on n'aura jamais d'enfant biologique, je corrige, parce que je suis mère dans la mesure où j'ai adopté un petit garçon à l'âge de 3 ans que ma mère m'avait envoyé comme ça. Je me rappelle, elle me dit, tiens, voilà ton enfant. Je l'ai pris, je l'ai embrassé. Comme si elle savait que je n'aurais jamais eu un enfant biologique. Et cet enfant-là, aujourd'hui, grâce à Dieu, il fait ma fierté. Il est dans une école prestigieuse. Il me donne de bonnes notes. Je suis très fière de lui. Et c'est mon enfant. Dieu ne donne pas tout à tout le monde, vous savez. Et moi, je me sens mère. Je me sens mère de tous les enfants qui ont besoin d'amour. Je me sens mère de tous les enfants que je vois, qui ont besoin d'entretien. Une mère, c'est quoi au juste? Une mère, c'est celle, pas forcément celle qui donne la vie. Une mère, c'est celle qui donne l'amour, qui entretient un enfant, qui lui donne l'éducation, qui le nourrit, qui le soigne.
et moi, je suis celle-là. C'est pour ça que je dis que je suis vouée à l'amour infini. Donc, je voudrais avec ça dire aux femmes qui n'ont pas connu la joie d'être mères, de ne pas s'en faire. De ne pas s'en faire, parce que le tout, notre utérus, est-ce qu'il sert seulement à donner la vie? Je ne crois pas. Et j'en parle d'ailleurs dans un passage, je ne sais pas si je vais le trouver rapidement pour vous. Vous permettez une minute, je trouve le... Oui, bien sûr. Voilà, je vous perds du temps, je suis désolée. Voilà. Ces stigmates sont beaucoup plus prégnants dans les sociétés africaines, empêtrées dans le patriarcat, où l'on ne conçoit la femme qu'à travers le prisme des situations aussi asservissantes que la procréation et le statut matrimonial. Tant que nous vivons dans un tel environnement, en dépit de notre force d'esprit et la vivacité de notre intelligence, nous nous laisserons contaminer par ces règles-là et nous nous sentirons confuses d'aventure, si d'aventure nous y dérogeons. C'est pourquoi, sans doute, l'idée d'une hystérectomie nous perturbe encore. Nous n'avons pas le détachement nécessaire pour dissocier notre vie de femme, notre liberté d'être humain et les injections sociales. Certaines femmes n'arrivent pas à distinguer encore leur féminité authentique, non conditionnée des influences politiques de domination subie séculairement par le genre féminin. Si tel est qu'un utérus sert à procréer, nous est-il déjà arrivé d'interroger ce désir de procréation chez la femme? Je vais m'arrêter là. Est-ce que je continue? Je sais pas. C'est un message en tout cas très fort. Oui. Je vous trouve très très courageuse d'aborder ces thématiques-là. Vraiment. Merci. Et justement, on parle de la force des femmes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vécu une expérience particulièrement forte qui vous a révélé, en fait, qui a révélé une forme de force qui sommeillait en vous? Merci. J'ai écouté Assita Sidibé et je peux dire que je comprends ce qu'elle a vécu. L'hystérectomie, c'est une expérience très difficile. On en revient même à se poser la question de savoir si on est encore une femme sans utérus. Il y a des femmes, moi je milite dans une association de lutte contre le cancer de l'utérus à Abidjan, Hope Life, et il y a beaucoup de témoignages. C'est vrai qu'avec mes nouvelles activités, j'arrive plus à y participer. Je vais plus aux réunions, mais bon, je suis toujours en contact avec eux. Je pense que chez moi, le déclencheur, ça a été le décès de ma maman. J'en ai encore les larmes aux yeux parce qu'elle a beaucoup souffert du cancer. Voilà. Et donc, vous savez, à ces moments-là, on a besoin de se réfugier, de se parler. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi une femme comme Fatou, parce que j'avais du mal à écrire, mais j'ai écrit, excusez-moi, je suis sous l'émotion, parce que c'est pas facile pour moi. Quand elle a parlé de ça, j'ai pensé tout de suite au cancer. Voilà. Et je voudrais dire que, en tant que femme, on a besoin d'être là pour tout le monde, de porter la famille.
Vous voyez? Et quand on a un coup dur, parfois, on a du mal à en parler parce que on ne comprendra pas les regards des autres qui nous regardent. Oh, mais elle exagère, elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première, mais c'est elle qui vit la situation. Quand j'ai envoyé mon manuscrit, parce que j'ai continué à écrire, je l'ai commencé il y a 20 ans. Enfin, un peu, à l'époque, il y avait 20 ans, mais c'était dans mes tiroirs. J'ai envoyé mon tapuscrit comme ça à une grande sœur. Elle a lu, elle me dit, mais ton thème est intéressant. Déjà, moi, j'essayais de me détacher de la douleur d'avoir perdu ma mère. Et donc, j'ai transposé cette douleur-là dans mes écrits, c'est-à-dire, je suis passée à autre chose, sans vraiment passer à autre chose, mais ça m'occupait. Et donc, Fatou, elle a reçu le manuscrit et tout de suite, elle m'a appelée. Et là, comme on le dit chez nous, ça matchait. Au téléphone, on se connaissait pas du tout. Et on a commencé à discuter. Et je lui ai expliqué et tout, pourquoi j'ai gardé ce manuscrit aussi longtemps. Et elle m'a dit, mais non, tu ne vas pas le laisser, ce manuscrit. Il faut parler. J'ai dit, non, mais c'est un manuscrit plat, je ne sais pas trop ce que les gens vont en penser. Non, ça me fait trop honte et tout. Elle dit, non, c'est quelque chose que tu as sorti. C'est un enfant, c'est un bébé. Fais comme si c'était ton 4e. Et elle m'a appelée, elle m'a soutenue. On a passé presque des nuits blanches à corriger parce que quand elle corrigeait et que ça n'allait pas dans le sens de ce que moi je voulais, je disais non. Et je lui expliquais pourquoi. Et ça m'a permis en fait de sortir un peu de cette douleur que je traversais. Et donc pour moi, l'écriture, c'est un canal pour moi pour m'exprimer. Et ce que ça m'apporte, ben c'est tout ça. Rencontrer de nouvelles personnes, échanger, sortir de mon introversion, aller vers les gens, m'éduquer aussi, parce que quand je voyage, je rencontre d'autres cultures. Et voilà. Ça m'apporte beaucoup de choses. J'ai fait de belles rencontres depuis que j'ai commencé à écrire, même avec les élèves. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on dit que nos enfants ne lisent pas. Avant, les auteurs n'étaient pas accessibles, pas autant que maintenant. Longtemps, on a lu des œuvres, mais on ne connaissait même pas les auteurs. On voyait juste la biographie. Est-ce qu'on avait cette facilité d'aller vers les auteurs? Aujourd'hui, nous, les auteurs, nous nous déplaçons dans les écoles, dans les assemblées, pour aller présenter nos œuvres, être en contact direct avec nos jeunes lecteurs. Et les enfants, quand on va dans les écoles avec nos œuvres, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas lire, peut-être parce qu'ils sont dans un environnement où la lecture n'est pas la première chose qu'on fait dans la famille. Pour emmener un enfant à lire, il faut lui montrer que toi aussi tu lis. Ça fait partie de l'éducation, vous voyez? Et donc, moi, pour ma part, je trouve que ce genre de salon où on a la possibilité de venir partager nos expériences, de venir rencontrer des personnes, apprendre aussi aux pères des personnes, de nos dévancières, ça nous aide aussi. Parce que nous sommes nouvelles, nous sommes la dernière génération. Voilà. Donc, merci encore, Amina, pour cette perche que tu nous tends. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que... Oui, et tout de suite après, on va passer aux questions du public. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que Nania Coulibaly vient de dire. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle sur le fait que les enfants lisent. Voyez-vous, les enfants sont de grands copieurs. Moi, par exemple, mon fils... tous mes fils, parce que les enfants de mon frère, je les appelle mes enfants. Ce sont mes enfants. C'est le blanc qui envoyait les histoires de cousinage, de cousins, nièces, machin. Ce sont mes enfants. Ils me voient lire tous les jours, donc ils lisent tous. En plus de cela, donc ça veut dire quoi? Si un parent a l'habitude de lire ne serait-ce que 2 lignes par jour, son enfant le voit en train de lire, forcément, l'enfant va copier sur le parent. Si les Ivoiriens n'aimaient pas lire, moi, je n'aurais pas pu vendre 3000 exemplaires de cet ouvrage-là.
À la sortie de l'œuvre, on a vendu 1000 livres en une semaine. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens lisent. Et ce n'est pas un livre-programme. Il faut certes beaucoup de propagande autour de l'ouvrage. Il faut quand même quelqu'un qui arrive à percer le texte, qui arrive à peut-être donner son ressenti quelque part, que les gens disent, mais tiens, si celui-là a donné un tel ressenti, peut-être que l'œuvre mérite d'être lue. Voilà. Par ailleurs, lorsque Nania Koulibaly parle de la douleur, elle me comprend tout et tout. Merci Nania. Je voudrais dire que il est évident que lorsqu'on traverse un problème de ce genre, où on doit se séparer d'une partie de son corps qu'est l'utérus, ça demande un suivi, un vrai suivi. Après, on se dit quoi? Est-ce l'élément essentiel? Et j'en parle d'ailleurs dans un passage de l'œuvre que je vais vous lire. Je dis ici, l'utérus est un organe comme un autre. S'il joue chez la femme un rôle effectif dans la procréation, en revanche, ce n'est pas un organe essentiel à la vie des femmes, ni à notre épanouissement physique et moral. Donc, moi, j'ai dépassé ce cap-là. J'ai dépassé ce cap. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien avec mes enfants. Merci. C'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel pour moi. On va passer aux questions, du coup. Merci beaucoup. Je voulais m'excuser, je suis un peu bavarde, mais je suis à la retraite et j'ai de l'expérience. 40 ans de service sur les plateaux avec les enfants, c'est quelque chose. Avec les parents d'élèves, avec le personnel, c'est quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours envie de parler. Et à ce stade, je voudrais vous dire que nous sommes tous des frères et des sœurs. Et vous, avec la compagnie, vous avez parlé des choses qui nous concernent. Je suis une femme, je suis une mère qui a eu qu'un seul fils et qui est décédé à l'âge de 10 mois. Mais Dieu a fait de moi une mère à travers les enfants du préscolaire, mais une mère à travers mes nièces, mes neveux, une mère à travers la jeunesse qui m'écoute quand je chante. Et ça fait plaisir. Et c'est ça la vie. La vie est faite de tristesse et de détresse, mais elle est faite aussi de bonheur et d'honneur. Il y a un grand écrivain, un nouvelliste, qui dit que Dieu est joie et bonheur. Et c'est ça, la joie et le bonheur, le fait d'être ensemble, d'écouter les gens parler de leurs problèmes, de dire la vérité. C'est pourquoi je dis que nous avons les mêmes sentiments et que je vous aime. Je vous aime tous et toutes. Parce que je vais bientôt partir sans dire au revoir, comme d'habitude. Et je voudrais que nous, les écrivains, vous autres qui nous écoutez et qui nous voyez, faites des offrandes. Comment? C'est bientôt Noël, joyeux Noël. Achetez des cadeaux pour vos enfants, mais mettez-y un livre ou deux pour nous faire plaisir. Je vous remercie. Et bonne et heureuse année 2025. Très longue vie et bonne santé. Merci beaucoup. Asita, je voudrais encore ajouter que Côte d'Ivoire est un pays que j'aime. C'est un amour pour moi. Ma mère a fait des vacances là-bas. Quand elle est rentrée, elle nous a amené des tissus. Et quelquefois, moi, je me mets en deux pagnes. Même ce matin, j'avais voulu me mettre en deux pagnes. Je vous honore. Merci beaucoup, Amina. Merci, Fatou Sow, notre invité d'honneur. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Infiniment. Merci pour la bonne humeur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci de nous avoir donné une idée de la littérature ivoirienne. Et ma question, c'est un peu de savoir quelle est la part des femmes dans cette littérature ivoirienne. Parce qu'on sait que c'est une littérature très riche, très vendue. On a vu beaucoup de maisons d'édition ivoiriennes, en tout cas, vendre beaucoup d'ouvrages dans le monde, au Sénégal, pendant la foire du livre, entre autres.
Mais aujourd'hui, on voulait savoir quelle est la part des femmes dans cette littérature ivoirienne. Merci. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, madame. Bonjour, bonjour Tata Asita. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors donc moi, la question que je voudrais poser à Tata Asita, vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez sorti ce livre-là, vous avez vendu 1000 ouvrages en une semaine, n'est-ce pas? Alors, est-ce que cette vente-là, vous l'avez fait toute seule ou bien c'était avec l'aide de votre maison d'édition? Parce que parfois, on voit quand même, je suis désolée de le dire, mais parfois les maisons d'édition, quand même, une fois que le livre est sorti, ils ne font pas le nécessaire, c'est-à-dire donc pour accompagner l'auteur à la promotion ou bien à la vente de ses ouvrages. Parfois, c'est l'auteur lui-même qui fait peut-être des porte-à-porte, qui va aller chercher ses amis, ses collègues, son entourage pour vendre son livre. Alors, est-ce que c'est le même cas avec vous ou bien c'était avec l'aide de votre maison d'édition? Et l'autre question que je voudrais poser également, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les enfants ont vraiment l'accès aux livres? Quand je dis l'accès aux livres, c'est quoi? Parce que parfois, on voit que les livres sont vendus très cher. Du coup, que parfois, donc, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer peut-être un livre qui coûte 7 000 francs, 5 000 ou bien 10 000 francs. Alors, vous, en tant qu'auteur, parfois, quelle est la participation que vous faites par rapport à ça pour faciliter l'accès du livre aux enfants? Merci. Alors, pour la première question, c'est une question ouverte. Est-ce que vous voulez intervenir? La première question, la contribution des femmes dans la littérature ivoirienne. Je pense que sur le plan éducatif, la femme a beaucoup à donner. Nous sommes des mères, nous sommes des tantes, nous sommes des sœurs et nous avons cette facilité-là d'aller vers les enfants, vers les plus jeunes. La littérature enfantine en Côte d'Ivoire, elle est beaucoup faite par les femmes et c'est vraiment un public à ne pas négliger. Et c'est eux qui seront les lecteurs de demain. Donc je vois beaucoup de femmes travailler dans ce domaine. Moi également, j'ai une œuvre de littérature enfantine. Donc je pense qu'on devrait plus aussi axer nos efforts sur l'éducation. Il y a aussi les causes des femmes. On parle beaucoup de violences basées sur le genre. Il y a beaucoup d'œuvres qui parlent aussi de polygamie, d'insertion professionnelle des femmes. Donc je pense que la femme ivoirienne est à l'œuvre et nous travaillons pour que non seulement la femme soit bien vue dans la société ivoirienne, soit respectée, mais aussi sur le plan de l'éducation. Il y a beaucoup à faire. Pour ma part, je dirais que les femmes sont les oreilles du monde. Lorsque il y a une maison, il y a des enfants. Les enfants sont le plus souvent avec leur mère. Donc, ce sont les mères qui écoutent les problèmes des enfants. Et la nuit tombée, l'homme, quand il rentre à la maison, il parle avec son épouse. Donc, les femmes savent écouter. Ce qui fait que les femmes sont les oreilles du monde. Et quand elles ouvrent la bouche, elles contribuent à la prise de conscience sur les questions de l'égalité, les questions liées à l'égalité, à la représentation des femmes dans la société, en mettant aussi en lumière les luttes et les triomphes des femmes. Par exemple, Regina Yaou, on parlait dans son livre qu'on appelle La révolte d'Afiba. Elles contribuent également à sensibiliser et à promouvoir le dialogue sur les questions importantes telles que les droits des femmes, l'autonomisation, la violence et tout ça. Beaucoup de femmes ivoiriennes se sont démarquées par leurs plumes qui ont garni l'espace littéraire par la finesse et leur savoir. Très souvent, elles ont exploité et elles continuent d'exploiter des thèmes tels que le féminisme, la modernité, la sexualité. Donc ce sont des choses qui touchent forcément l'Afrique entière, je dirais même le monde. Et je pense que les hommes qui sont au pouvoir et les femmes qui sont au pouvoir devraient plus lire les dames pour comprendre notre besoin, nos vœux et modeler la société en fonction de cela. Merci. Je peux rajouter quelque chose. Alors,
La femme est la première dans l'éducation d'un enfant. Donc déjà, le fait que les femmes aujourd'hui... je disais que les femmes sont les premières à donner l'éducation à nos enfants. Et le fait qu'elles s'impliquent aujourd'hui est une continuité de ce qui a toujours été fait. Ça veut dire quoi? Que du temps de nos mamans, peut-être que, ou de nos grands-mères, peut-être qu'elles ne lisaient pas beaucoup, mais elles enseignaient. Aujourd'hui, on a la possibilité d'écrire pour que nos conseils ou notre éducation aillent plus loin. Et on veut garder quelque chose. Donc, il est plus facile pour nous femmes, peut-être à cause de notre sensibilité, de tout changement, de parler de thèmes qui jusque-là peut-être n'avaient pas ou avaient été peu abordés. Donc ce qu'on fait, je pense que la femme touche beaucoup plus. Et les femmes, quand elles savent que c'est une femme qui a écrit, nous sommes solidaires, hein? Déjà là, elle va venir chercher à savoir ce que tu as écrit. Qu'est-ce que ça peut lui apporter dans l'éducation de sa cellule familiale déjà. Et quand, par exemple, on va dans les écoles et qu'on rencontre les éducateurs, on te demande toujours de quoi parle ton livre. Est-ce que ça aura un impact sur les enfants? Parce que notre cible, ce n'est pas les adultes en réalité, c'est les ados, c'est les enfants. Donc, on est dans la littérature enfantine et à partir de l'adolescence jusqu'à 60 ans et plus. Donc, c'est pour dire quoi? Que quand on va, par exemple, dans les écoles et qu'on rencontre des enfants, on leur inculque cette envie d'aller regarder dans le livre, de chercher une éducation, un enseignement, en plus de ce qu'ils reçoivent à la maison. Donc, quel que soit le type d'écrit, que ce soit un roman ou un récit, il y a toujours une leçon derrière. Voilà. Bon. En tout cas, c'est tout. Oui. Merci, Salah, pour ta question. J'ai effectivement réussi à vendre 1000 exemplaires de 3 mensonges de la nuit en une semaine. Ce n'est pas grâce à mon éditeur. Que Dieu ait pitié de son âme, le docteur Bertin, il n'est plus. C'était d'ailleurs une très belle personne qui, grâce à qui j'ai pu publier avec quasiment pas de tracas. J'ai moi-même essayé de ventiler mon ouvrage, ce qui n'est pas normal, parce que l'écrivain, il doit se contenter d'écrire son ouvrage et il appartient à l'éditeur de faire une bonne propagande publicitaire autour de l'ouvrage de l'écrivain, lui organiser des cafés littéraires, des dédicaces, des signatures, afin que l'éditeur soit en contact, l'écrivain soit en contact avec ses éventuels lecteurs et faire la vente. Mais dans mon cas, ça n'a pas été. Le docteur était malade et il ne pouvait pas le faire. Il était en fin de vie parce qu'il souffrait d'un cancer. D'accord. Et donc, j'ai voulu l'aider aussi en me mettant au devant de la scène. J'ai participé à un café littéraire où on a vendu les livres à l'avance. Et par la suite, les gens sont venus au café littéraire, ils avaient déjà lu l'œuvre et on a pu vraiment bien échanger autour. Et comme tu le sais, moi je suis terrassière. Lorsque je vais sur un chantier pour aller faire mes terrassements, j'ai toujours un exemplaire d'un ouvrage qui appartient à un écrivain que je lis. Et j'ai toujours moi-même mes livres dans la voiture. Et donc, durant la période de pause, les gens sont quand même surpris de voir quelqu'un
qui manie aussi bien les engins de travaux publics, pendant l'heure de pause, qui est en train de lire un livre. On dit, mais attends, c'est qui ça? Elle est toute sale avec ses bottes, avec son casque de chantier, et pendant la pause, elle est en bas d'un arbre, elle est en train de lire un livre. Ça acquise la curiosité. Quand ils viennent vers moi, je leur propose les œuvres de mes consoeurs, et je leur propose mes œuvres également. Et c'est comme ça que j'ai ventilé. J'ai ventilé. En une semaine, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, on va réimprimer. Donc, nous sommes à la 3e réimpression et les livres sont presque terminés. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà, merci. Merci beaucoup, Atista. Merci à tous d'avoir pu répondre présent à ce panel-là. Et merci à Amina et au Salon du Livre. C'est bon, merci. C'était super bien. Oui. Merci au Sénégal. Oui. Cette première fois, elle a été très bien. Oui, franchement. Au Sénégal.